Le débat, nous y sommes, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur TESexis auquel nous nous prêtons chaque soir afin de décortiquer les dernières actualités nationales et surtout celles politiques et qui touchent à notre vie sociale et toujours avec nos débatteurs qui se rendent toujours disponibles pour être là avec nous tous les soirs. Julio Tometti, bonsoir à vous. Bonsoir Madame Mayel Lawson, bonsoir aux téléspectateurs. Mohamed Liamidi est également avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir Maël. Bonsoir aux téléspectateurs. Également Adrien Chomokou. Bonsoir à vous. Bonsoir Maël, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce débat. Alors, nous allons commencer en première actualité. Le gouvernement béninois a adopté la politique nationale de financement du développement PNFD pour la période 2025-2033 visant à améliorer la gestion des ressources financières pour un développement durable. Cette politique repose sur trois grandes orientations stratégiques: l'amélioration du système de financement intérieur pour augmenter les revenus fiscaux et parafiscaux. Ensuite, renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles du financement extérieur afin d'attirer davantage d'investissements étrangers. Également, l'amélioration de l'attractivité du pays pour moderniser les mécanismes de mobilisation des ressources. Alors, c'est autour de ces axes que vont se dérouler nos échanges. Julio Tometti, d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on peut comprendre par politique nationale de financement du développement? Non, vous savez, comme on le dit, de manière terre à terre, comment dire, qui va le même ménage sa monture d'une certaine façon. Et vous savez, ce n'est pas une première au Bénin. Le Bénin avait eu déjà, en fait, des documents d'orientation stratégique, et qu'ils vous souviennent, ce fameux document Bénin à la FIA 2025. Nous sommes justement en 2025. C'est peut-être le moment de faire le point et en fait de définir d'autres assauts, d'autres orientations stratégiques. Il faut simplement remarquer que, comme le gouvernement nous l'a appris depuis 2006, il s'agit toujours en fait de rester dans l'anticipation, d'accord, pour éviter que l'on aille des fois de coq à l'âne, que l'on n'ait pas une vision claire de ce que l'on entend faire en fait pour satisfaire les besoins fondamentaux. Donc de ce point de vue, en fait ici de quoi il est question exactement? En fait il est question pour le gouvernement à travers en fait ce document d'orientation de définir en fait ce que c'est que les priorités qui peuvent être déclinées d'une certaine façon en des projets ou programmes de développement. Deuxième élément, c'est de voir quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en œuvre pour mobiliser les ressources subséquentes, histoire en fait de, comment dire, de donner corps ou de donner vie à ces projets ou à ces projets d'impact. Et en troisième position, il y a le de garantir, comme nous l'avons appuyé à le faire depuis certaines années, l'efficacité en fait dans la gestion de nos ressources pour garantir la soutenabilité ou comment dire, l'attractivité de ces projets-là pour que véritablement ça ait un impact en fait vers les cibles. Vous vous rendez compte qu'on ne peut pas faire ça comment dire, en le contenant simplement dans un agenda peut-être d'un an ou bien à travers peut-être le vote d'une loi de finances qui ne reste que typiquement sur une année. Il faut le temps d'une certaine façon pour avoir une vision globale des choses. À partir de ce moment-là, la déclinaison peut s'effectuer d'année en année ou vont se répercuter à travers en fait les différents budgets qui auront été exécutés. Et quand je parlais tout à l'heure de documents d'orientation, en parlant par exemple de ce document stratégique Bénin à la FIA 2025, je me rends compte que c'est depuis cette année qu'on peut commencer par dire, nous allons peut-être en revenir, qu'on peut commencer par dire que nous avons commencé par réaliser certains aspects ou bien certains rêves contenus en fait dans le document de politique générale Bénin à la FIA 2025. Nous allons sans doute y revenir. Et donc, ici, il s'agit en fait d'un document stratégique sur 8 années, d'accord, en tenant compte des perspectives, en tenant compte de ce que nous sommes capables de mobiliser, et bien entendu tout cela à l'aune de nos besoins qui ont été traduits en projet de développement. Et donc, nous pouvons être certains de ce que si tel que décliné dans ce document stratégique, ça ne se déroule si ça ne se déroule pas après, nous avons des chances de croire que beaucoup de choses vont s'améliorer dans le quotidien des Béninois.
Merci à vous, Mohamed Liamidi. Quand on parle d'orientation stratégique, oui. L'orientation stratégique, comme ça s'entend, c'est les priorités que le gouvernement se donne pour, en fait, la réalisation, c'est-à-dire satisfaire aux besoins des populations qu'entre-temps, le gouvernement a recensé comme étant besoin des populations, et donc qu'il s'emploie maintenant à déployer une politique pour en fait satisfaire à ces besoins-là, que sont les besoins exprimés par les populations, sur la base duquel le gouvernement a été bien sûr élu. Et donc, cela étant, comme Julio l'a dit, lorsque on a fini de faire cet exercice et qu'on connaît les besoins des populations, il faut maintenant voir, en fait, il faut tout simplement voir comment arriver à résoudre ces problèmes-là en cherchant les moyens de financement. Parce que quand vous savez ce que vous avez à faire en tant que gouvernant, vous connaissez les priorités, mais il n'y a pas d'action publique à mener sans financement. Il n'y a rien qu'on puisse faire dans le pays sans budget. Et quand on dit budget, c'est qu'on fait allusion au financement parce qu'il faut des entrées, c'est-à-dire comment est-ce qu'on mobilise les ressources pour pouvoir réaliser ces projets ou les priorités du gouvernement. Ensuite, quand on mobilise des ressources, que ce soit sur des prêts, la plupart du temps sur des prêts, maintenant, comment on va pouvoir collecter les ressources à l'interne pour pouvoir faire face à ces prêts-là qu'on est obligé de contracter, ou bien d'autres sources de financement que l'on est amené à aller trouver, en plus des sources qui sont les sources connues déjà, sur lesquelles le gouvernement s'appuie pour réaliser ces projets. Donc voilà globalement ce que je peux dire quand on parle de stratégie. Donc c'est un peu ça. Adrien Tchomanko, comment le gouvernement compte mobiliser les ressources à ce programme? Madame Maëlle, vous savez que le gouvernement vient de faire un pont. Le gouvernement vient de faire un grand pas en actant désormais ce qu'on entend par politique nationale de développement, du financement du développement. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que, et d'ailleurs, si vous suivez un peu la présentation du ministre Wadaï, le ministre de l'économie et des finances, il a été clair, c'est-à-dire à travers ce document, le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour pouvoir mobiliser assez de ressources à l'interne et à l'externe. Autrement dit, on parle des ressources internes et des ressources externes. Écoutez, le ministère de Wadaï actuellement a le volet coopération. Et avec ce volet, quand on parle de coopération, on parle de financement. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire d'abord, ce document est le bienvenu, puisque c'est un document stratégique de développement d'une nation. Et vous savez, nous avons toujours souhaité qu'il ne faudrait pas que le gouvernement aille de coq à l'âne et que tout soit bien défini, tout soit très bien tracé. On a vu... Ventilateur, quoi. On a vu le gouvernement Boni Yahi qui avait initié ce qu'on entend par Alafia 2025, Alafia 2025 qui vient à terme et qui peut-être n'a pas réussi l'assentiment de tout le monde, ou du moins les objectifs ne sont pas atteints. Il faut quand même un autre document de développement, un autre document de suivi des projets et programmes du gouvernement. Et c'est dans cette optique que ce document a été très bien élaboré. Et comme Julio l'a dit tout à l'heure, c'est un document qui a une durée, c'est de 9 ans, ce n'est pas de 8 ans, de 9 ans, parce que ça fait 2025-2033. Donc je pense quand même que un document minutieusement élaboré et un document qui prend en compte presque tous les volets de développement de notre pays et tous les compartiments de financement. Et vous savez, si vous suivez un peu les propos du ministre Wadaï, c'est que le gouvernement va tout mettre en œuvre pour que
en matière de mobilisation de ressources internes, que tout le monde puisse contribuer, que tout le monde sache désormais que oui, c'est notre nation, nous devons contribuer au développement de notre nation en payant par exemple nos impôts, même si l'impôt est quérable, et que bon, c'est le gouvernement ou la direction générale des impôts qui doit se mettre aux trousses du peuple béninois pour pouvoir réclamer les impôts. Il faut désormais que chacun de nous sache que nous n'avons pas de ressources, par exemple, souterraines, et que le gouvernement mise surtout sur la fiscalité pour le développement de notre pays, que le gouvernement mise sur la fiscalité pour, par exemple, réaliser de très grands projets. Tout à fait. Monsieur Eliamidi l'a souligné tout à l'heure, en matière d'emprunt obligataire, en matière de ressources externes, en matière de ressources externes, par exemple, tel que je le disais tout à l'heure, vous savez que le volet coopération revient désormais au ministre Wadaï et que je pense que ce ministère fait beaucoup pour que, en matière de mobilisation extérieure, le Bénin puisse être au top niveau. À plus forte raison, vous avez vu la semaine passée le gouvernement qui a lancé une mobilisation de 6 milliards d'euros, autrement dit 600 milliards de francs CFA. Et cette mobilisation, par exemple, qui devrait se tenir dans un délai d'une semaine, mais compte tenu de ce que le Bénin aujourd'hui en matière de mobilisation extérieure est au top niveau, c'est en une seule journée que notre cher et beau pays, le Bénin, a pu mobiliser les 600 milliards de francs CFA. Donc je pense quand même que le gouvernement imprime une marque de développement financier en matière aujourd'hui de développement, en matière, par exemple, je peux dire, de gestion efficace des dettes publiques. Le gouvernement est au top niveau et c'est ça qui motive les partenaires, c'est ça qui motive plus d'un pour que cette politique, ce document par exemple, je pense quand même que c'est un document qui est le bienvenu et qui, d'une manière ou d'une autre, doit contribuer véritablement au développement de notre nation. Merci. Alors, Julio Tometti, Adrien Tchoumakwa a commencé à le dire, parler des impôts. Quand on dit amélioration du système de financement intérieur pour augmenter les revenus fiscaux et parafiscaux, qu'est-ce qu'on doit attendre par cela? Est-ce que les impôts vont augmenter, diminuer? Est-ce qu'il y aura des réajustements? Le directeur général des impôts, en expliquant en fait un certain nombre d'éléments contenus dans le budget général l'exercice 2025, disait que l'administration fiscale travaillera à élargir l'assiette des impôts, l'assiette fiscale. Il ne s'agit donc ni de création de nouvelles taxes, ni d'augmentation des taxes existantes. Il s'agit de faire en sorte de rétablir autant que faire se peut ce que j'appelle l'équité en fait fiscale. Si c'est 10 Béninois et que c'est seulement 3 qui contribuaient, l'administration fiscale travaillera à faire contribuer au moins 6, 7, voire 8. Si les Amidi ne contribuaient pas, on travaillera à ce qu'ils contribuent désormais. Et donc, pour dire en fait, c'est quoi? Quand je parle pas de chasse d'une certaine façon à ceux qui ne payent pas leurs obligations fiscales, mais plutôt en fait rétablir une certaine justice sociale pour ceux qui paient. Parce que en fait, nous sommes tous consommateurs en fait des projets de développement, nous sommes tous consommateurs des infrastructures, des investissements consentis, et donc à partir de ce moment, chacun doit contribuer à hauteur de ce qui est prévu dans les textes, à hauteur de ses engagements financiers, à hauteur de son statut et de sa position. Et donc l'administration fiscale travaillera davantage à non pas peut-être faire la chasse aux sorcières ou pour chasser les gens, mais avec les moyens ou les mécanismes mis en place aujourd'hui, notamment avec les outils du numérique, avec la digitalisation de l'administration, pour un certain nombre de procédures, que ça soit, comment dire, presque... ça devient un fait banal en fait pour les uns et les autres de payer leurs impôts avant de faire ou d'accomplir tel ou tel acte. Donc il y a lieu de rassurer en fait les gens. C'est vrai que
le Béninois, autant que nous sommes, beaucoup n'avaient pas l'habitude de payer, mais je pense que depuis 2016, avec la manière, on y arrive un peu. Je pense que l'administration fiscale doit avoir une boussole, d'accord, en fait, en termes de projection, de comment faire pour évoluer, pour faire évoluer d'une certaine façon la barre des contribuables qui, en fait, satisfont véritablement à leurs obligations. Donc, c'est de ça qu'il est question. Plus nous payons, plus, en fait, l'État aura les ressources nécessaires pour les autres développements. Ce que je voudrais dire pour finir par rapport aux questions d'impôts, et je vais même parler même des questions de dette, comment dire, parce que c'est véritablement, d'une certaine façon, les plus grandes sources de financement internes et externes. Est-ce que le citoyen a à s'inquiéter de l'impôt qu'il doit payer ou du montant d'impôt qu'il doit payer? Non. Le citoyen a plutôt à s'inquiéter de est-ce que les ressources mobilisées sont utilisées à bon escient? C'est-à-dire quoi? Si de notre contribution, on arrive à réaliser des projets qui satisfont nos besoins, qui règlent nos problèmes, à partir de ce moment-là, ça doit être avec gaieté de cœur que les uns et les autres paieront. J'ai noté la dernière fois que par rapport aux dettes, ce n'est pas que le Bénin soit forcément dans le besoin. Le Bénin ne va pas sur le marché financier, d'accord, pour contracter des dettes, histoire de payer par exemple les salaires. C'est pour des projets d'investissement à impact économique d'une certaine façon. Ça veut dire quoi? Ça nous apporte une plus-value. C'est pas qu'on va aller engouffrer dans des gouffres de trucs là, peut-être paiement de dette, paiement de salaire, mais ça contribue à améliorer notre bien-être, ça contribue à améliorer notre économie et les retours, autant financiers que sociaux, se feront rejaillir sur le pays et sur tous les citoyens. Donc, c'est ce qu'il y a lieu de comprendre. C'est pourquoi j'ai été très sidéré quand on lit le document de stratégie. On a dit il faut définir les priorités. Définir les priorités, ensuite définir les sources de financement. Comment on arrive à mobiliser les ressources. Mais ensuite, mettre en place un mécanisme efficace de gestion pour éviter en fait que nos ressources ne s'évaporent par des voies que nous connaissons d'une certaine façon. C'est pourquoi je voudrais encore revenir, je disais tout tantôt, pour dire que nous arrivons peu à peu, d'accord, à accomplir le rêve de ceux qui avaient pensé Bénin Alafia 2025. Je vais vous relire et je pense que chacun, au regard de l'actualité, au regard de la gouvernance actuelle, on va se demander est-ce qu'on a accompli en fait des choses. Le document dit, en fait, le Bénin est en 2025 un pays phare, bien gouverné, uni et de paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien-être social. Chacun aujourd'hui, pourquoi je disais tantôt que quand bien même la volonté qui devait accompagner ce document stratégique depuis 2020 n'a pas été, nous avons dû nous rendre compte que à partir de 2016, nous avons commencé par mettre les pas dans cette philosophie-là qui a fait germer en fait ce document de stratégie. Il faut noter que autant le PAG 1 que 2 ne s'est jamais complètement désolidarisé de ce document qui constitue un très bon document de stratégie, seulement que comme nous le disions tantôt, la volonté n'y avait pas accompagné depuis 2025. Sinon, nous aurions en fait réglé beaucoup de problèmes concernant le bien-être économique et social du Bénin. Alors, Mohamed Liami, peut-on dire que Bénin Alafia a été le fil conducteur pour le PNFT? Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, ce qui se fait actuellement, que ce soit le PAG1 ou le PAG2, ne s'en est réellement pas éloigné. Et donc, en réalité, ce que je dirais à la suite de Julio, c'est que quand on a eu l'idée et qu'on a produit ce document stratégique dont nous parlons, donc Bénin Alafia 2025, c'est pour revenir à l'utilité de ce qui vient de se faire, c'est-à-dire le fait d'élaborer la politique nationale de financement du développement que nous avons là maintenant. C'est peut-être, à mon avis, et ce que je dis là n'engage que moi, c'est ça qui avait manqué. Si on avait su faire ce travail-là, pour accompagner le document stratégique élaboré, c'est-à-dire Bénin Alafia 2025, ça nous aurait permis de savoir comment on peut atteindre ces objectifs-là fixés dans le document. Parce que quand vous avez fini, comme je l'ai dit dans ma première prise de parole, quand vous avez fini d'avoir les idées, de savoir ce que vous voulez faire, il faut ensuite trouver les moyens pour le faire. Dès lors que vous savez quels moyens il faut maintenant, il faut savoir comment vous allez mobiliser ces moyens-là. Et donc, c'est ce travail-là qui a manqué. Et le gouvernement, quand il est arrivé, le gouvernement actuel, ou du moins le régime actuel, s'est donc employé à définir alors cette stratégie de mobilisation de ressources qui permet non seulement de réaliser les objectifs que le gouvernement s'est fixés, mais aussi dans un certain équilibre
de façon, comment je vais dire, de façon beaucoup plus dynamique. Parce que lorsque dans l'ancien système de mobilisation de ressources que vous connaissez, que vous devez contracter un prêt, que vous négociez la contractualisation du prêt pendant peut-être 2 ou 3 ans, et que le prêt arrive finalement en fin de mandat, vous ne pouvez rien faire avec ce système-là. C'est peut-être cela, ou c'est certainement cela qui a justifié ce qu'on avait observé auparavant. Mais cette méthode, cette vision de ce régime en place qui a défini la manière dont il faut à la limite mobiliser les ressources, c'est ça en fait qui a permis de réaliser en ce laps de temps, parce que quand on regarde l'ensemble de tout ce que le gouvernement a mené comme action, comme réalisation, que ce soit infrastructure ou dans tous les autres domaines en 8 ans, ce n'est pas rien. C'est ça qui amène certains à dire que ce gouvernement, ou du moins ce régime, a fait plus ou autant que tous les autres régimes précédents. Et non seulement ils l'ont fait, mais ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que quand vous voyez ce plan-là, actuel, le PNFD, là, c'est ça, si je ne me trompe, ça prend en compte, disons, carrément la prochaine décennie. Ça veut dire que non seulement on a travaillé à réaliser les objectifs de ce régime en fonction c'est-à-dire ce qui est prévu au niveau du PAG1 et du PAG2, même si on ne pourra pas égrener tout ce qui est dedans. Mais déjà, on a anticipé sur la prochaine décennie pour faire en sorte que quoi? Pour faire en sorte que ce rythme que l'on a entamé pour le développement du pays, qu'on a vu là se dérouler pendant ces 10 années qui sont en train de circuler, les 10 années de ce régime, puisse continuer avec les prochains. D'alternance, quand il y aura alternance. Ça ne devrait pas poser problème, c'est-à-dire que, écoute, on te facilite le boulot, tu veux quoi? Dès qu'on a déjà élaboré la politique pour toi, ce qui se fait actuellement, qui va le contester? Personne ne le conteste. Donc, c'est pour ça que ceux qui disent que la dynamique doit continuer ont aussi raison. Mais en dehors même de ça, lorsque la chemise, c'est comme du prêt-à-porter, quand on a déjà préparé ça pour toi, et si c'est à ta mesure, tu viens, le problème ne devait pas se poser. Et donc, il suffit de tenir compte de ça. C'est déjà là, donc, les prochains régimes qui arriveront pourront réellement en bénéficier. Ça va faire que le rythme de développement que nous sommes en train de connaître là ne va pas s'estomper. Et donc, les projets vont se réaliser. Et tout ça, ce n'est que pour le bonheur des populations. C'est en ça qu'il faut reconnaître le mérite de ce gouvernement. Et quand je reviens à ce qui concerne les axes stratégiques sur lesquels s'appuient ces 3 programmes, cité là, on a parlé du renforcement du système de mobilisation des ressources publiques. Julio avait commencé par en parler tout à l'heure. On veut renforcer le système. Et cela, c'est quoi? Ce n'est pas forcément dans de nouveaux impôts, dans de nouvelles charges, mais c'est de s'assurer que ceux qui doivent payer payent effectivement. Donc, l'élargissement de l'assiette fiscale. Je vais vous donner un exemple. Vous en avez débattu ici la dernière fois. Quand on a dit que désormais, sur les transferts au-delà de 100 000 francs qu'il faut payer, tout là, où on était en train de voir est-ce qu'on veut forcer à la bancarisation amène une certaine traçabilité. Et donc, c'est des capitaux que les gens sont en train de gérer de cette manière. Et si on arrive à avoir cette traçabilité, qu'on a ces ressources-là sur ces capitaux-là, parce que vous êtes libre de gérer comme vous voulez, forcément, c'est des ressources que ça engrange pour l'État. Donc, ceux qui ne veulent pas aller dans le système de bancarisation formelle, s'ils ont le choix, le gouvernement l'État pourrait toujours bénéficier de quelques ressources par rapport à ces opérations-là qui sont faites, ce qui est une chose. On en a parlé ici aussi la dernière fois, je crois que courant fin 2022-2024, ou du moins le second semestre, ou vers la fin du second semestre, on a parlé du fait que désormais, pour faire par exemple la visite technique de ceux qui ont des voitures, il faut au préalable payer. La TVM s'est associée à la visite technique. Et pour maintenant payer l'assurance, il faut s'assurer d'avoir payé la TVM. Nous savons tous que que l'assurance et la visite technique constituent des infractions lorsque vous n'êtes pas en règle, donc vous êtes obligé de le faire. Donc, la TVM, il n'y avait pas une manière d'obliger les gens à le faire. Mais ici, on a subtilement trouvé cette méthode qui permettra également à l'État. C'est pour donner un exemple par rapport au renforcement, par rapport à la mobilisation des ressources. Ce n'est pas contraindre les gens, mais c'est nous habituer à avoir, comment je vais dire, le réflexe du citoyen. Parce qu'en réalité, moi j'ai l'habitude de dire, ce qui lie le citoyen à l'État, ce qui fait de vous le citoyen, c'est le fait que vous payez l'impôt. Et à partir de ce moment,
vous êtes en mesure d'exiger tout de cet État-là, de ce gouvernement-là, par rapport à la satisfaction de vos besoins. Merci à vous, Adrien Tchoumanko. En termes d'orientation stratégie, on apprend également le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles du financement extérieur. Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'une trop grande dépendance au financement étranger? Non, pas du tout. Je pense quand même que c'est du pouvoir du gouvernement de recycler les gens, de former des gens, de sensibiliser les gens à comprendre l'importance de la mobilisation ou d'une mobilisation de ressources. Et vous savez, le gouvernement en place, c'est un gouvernement qui respecte les textes en vigueur. Et aujourd'hui, je pense quand même qu'en matière de finances publiques, en matière d'efficacité de gestion des dettes publiques, en matière de mobilisation de ressources, le gouvernement que nous avons, c'est un gouvernement qui pose de très bons pas. Vous voulez savoir si les gens, si en matière de mobilisation de financement étranger, que peut-être des Béninois ou des gens peuvent croire que le gouvernement en fait de trop, non. Et tel que je le disais tantôt, vous savez, aujourd'hui, le Bénin a montré aux autres pays de la sous-région, aux autres pays de l'Afrique et aux pays des États du monde entier que le Bénin est sur une très bonne voie en matière de développement, en matière d'assainissement de finances publiques. Et quand vous parvenez à régler le problème d'assainissement de finances publiques, si un État parvient à régler le problème je dirais, de lutte contre la corruption, si je peux le dire de façon crue, écoutez, les gens nous suivent à l'étranger, les gens écoutent ce qui se passe au Bénin. Aujourd'hui, nous avons l'arsenal juridique. Aujourd'hui, nous avons des institutions de la République qui luttent véritablement contre des détournements, contre la corruption. Et je pense quand même que si ces facteurs sont réunis, même si vous avez besoin d'un soutien financier de l'étranger très rapidement, les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, tous ceux-là qui peuvent vous accompagnent sans arrière-pensée. Et c'est le cas du Bénin aujourd'hui. Donc je pense quand même que le Bénin est sur une très bonne voie. Ce document, c'est un document qui va contribuer d'une manière ou d'une autre à une très bonne orientation de notre cher et beau pays du Bénin en matière de développement. Et quand on parle de financement public intérieur et du financement public étranger aussi, vous savez, je pense que tout est réuni aujourd'hui pour que de l'extérieur, les bailleurs puissent nous financer, que de l'étranger, des gens, des investisseurs puissent faire confiance à notre cher et beau pays, le Bénin. Vous devez constater, quand le Bénin a démarré son affaire, par exemple, du GDIZ, ou dans la sous-région, le Bénin aujourd'hui, quand on parle d'investissement privé, écoutez, le Bénin a montré, le Bénin a tout mis en œuvre pour que des investisseurs étrangers croient à notre cher et beau pays, le Bénin. Donc, je pense quand même que tout est réuni. Les bailleurs doivent toujours faire confiance au Bénin pour qu'ils puissent venir investir, puisque c'est en investissant, c'est en venant s'installer à la GDZ, par exemple, ou dans d'autres secteurs au Bénin, que d'une manière ou d'une autre, nous aurons de plus-value, nous aurons, écoutez, ce sont les entreprises qui créent la richesse. Et c'est lorsqu'il y a de richesse créée que le Bénin puisse en bénéficier de façon générale. Les routes qu'on est en train de nous construire, c'est pour nous tous. Si nous contribuons d'une manière ou d'une autre à payer nos impôts, si d'une manière ou d'une autre nous contribuons à payer notre fiscalité, je pense que nous allons exiger tout ce que nous voulons du pouvoir central, du pouvoir étatique. Merci à vous, Julio Tometti. Quand on parle d'amélioration de l'attractivité du pays pour moderniser les mécanismes de mobilisation, ça dit que le volet culturel également va constituer désormais un levier stratégique de développement.
Le volet culturel a été l'un des leviers, des grands piliers en fait de la stratégie économique du Bénin, parce que en termes d'attractivité, et ça se manifeste déjà d'une certaine façon. Il y a l'attractivité sur le plan culturel, mais il y a aussi l'attractivité sur le plan économique dont, comment dire, Monsieur Tchomako a parlé tout à l'heure de faire des constitutions préférentielles, dynamiser l'administration, raccourcir les délais, rendre plus transparentes en fait les procédures. Tout ça là a pour impact de capter, de déterminer les gens à venir investir dans votre pays. L'aspect culturel, on n'en parlera jamais assez. La dernière a été notre événement avec conçu et réalisé avec grand pompe. De certaine façon, les expatriés sont encore dans le pays. C'est le moment pour eux davantage de découvrir en fait le Bénin. Il n'y a plus rien donc à démontrer là. Moi, je disais tantôt de revenir toujours en fait sur l'objectif Bénin à l'affaire 2025 pour voir si nous ne faisons pas en fait des pas de géant. Je voudrais revenir sur un élément, c'est-à-dire la question de, comment dire, le renforcement du cadre organisationnel et institutionnel, en fait, de mobilisation de ressources internes, externes pour le développement. Ça fait aujourd'hui, j'ai lu, par exemple, quand on parle de renforcer le cadre institutionnel, il y a des choses qui ont été faites. Et c'est peut-être le moment pour les gens de se rendre compte de ce que les gens avaient une vision prospective en aménageant, en fait, les lois de la République. Demain, au Parlement, par exemple, il y aura en fait une plénière, d'accord? Et quand j'ai lu le communiqué, c'est, comment dire, l'adoption de 5, il est prévu, l'adoption, d'accord, par vote, de 5 décrets portant, des décrets de ratification d'accord. Vous savez ce que ça a toujours été d'une certaine façon. Liamine, il disait tout à l'heure que vous commencez un processus de financement, d'accord, aujourd'hui en janvier, et à cause des intrigues politiques, c'est peut-être en août que vous finissez d'une certaine façon, c'est-à-dire en fin d'année. C'est-à-dire le besoin pressant qui était n'était plus. Donc quand les ressources viennent, les ressources ne vont plus foncièrement à ceux pour lesquels ils étaient destinés. Comment dire, ça tombe, comment dire, je ne vais pas peut-être dire que ça tombe dans les trous poreuses d'une certaine façon, mais finalement, en fait, les objectifs pour lesquels comment dire, les ressources avaient été mobilisées ne vont plus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a que, on a aménagé, le gouvernement peut aller contracter des accords tout ficelés et venir soumettre, en fait, au Parlement. On a dit que le Parlement, c'est comme si on a dépiécé, en fait, une prérogative du Parlement, mais non. Il y a toujours, en fait, le mécanisme de contrôle, d'accord? Parce que lorsque vous êtes amené à adopter un projet de décret pareil, c'est-à-dire que le Parlement a toujours, en fait, en main les mécanismes de contrôle de comment, en fait, ces fonds ont été gérés et si ces fonds ont été gérés, est-ce que les fonds ont permis, en fait, d'atteindre les objectifs escomptés d'une certaine façon? Donc, aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça, par exemple, ce n'est plus, en fait, un objet de chantage, d'accord, aux mains des politiques, mais c'est devenu, en fait, un outil de développement au bénéfice des citoyens. C'est vrai qu'on a quelque peu estipé une prérogative des politiques, mais c'est davantage pour renforcer, en fait, les mécanismes de mobilisation de fonds et de réalisation des projets à impact économique au profit des populations. Merci à vous, Julio Tometti. Mohamed Liamidi, quel serait le rôle de l'opposition et des autres parties prenantes? C'est contribuer dans la production d'idées. C'est pas autre chose. C'est-à-dire que, et dommage, on n'a pas vu jusqu'à là. Je donne un exemple, le vote du budget exercice 2025 au Parlement qui a créé assez de polémiques. Le rôle d'une opposition, c'est pas de voter contre le budget et de sortir dire qu'on a voté contre parce que ça. C'est de dire, bon, le gouvernement fait tel choix. Nous, on n'est pas d'accord parce que eux aussi, en tant qu'élus, ils sont élus parce que les populations qui leur ont accordé leur voix là veulent aussi que leurs préoccupations soient prises en compte. Mais c'est de dire alors que le gouvernement a fait tel choix, nous on pense qu'on peut faire tel choix qui est mieux, et voilà comment on peut collecter les ressources, et voilà ce à quoi ça va aboutir. Si le gouvernement priorise tel, ça ne rentre pas dans
les préoccupations, ça ne prend pas en compte les préoccupations de l'ensemble du peuple, ou du moins de nous, nos électeurs. Ils ne retrouvent pas leurs préoccupations dedans. Et de faire maintenant des propositions alternatives. C'est pas de dire, le gouvernement avait dit ici, on n'a pas vu le lycée, on n'a pas ceci, et donc par rapport à ça, on vote contre. Ce n'est pas ça la chose. Donc là, le rôle que aussi bien l'opposition que les acteurs de la société de façon générale, inclusion à ce qu'on appelle la société civile, de tous les citoyens, je dirais, parce que ce que nous n'avons pas cultivé chez nous pendant longtemps, c'est que le citoyen, quand on dit citoyen, le citoyen n'est pas un consommateur. Ce n'est pas un simple consommateur. C'est aussi un producteur d'idées. C'est quelqu'un qui contribue par les idées à ce qu'on puisse avoir une meilleure gouvernance de la cité à laquelle nous appartenons tous. Donc, aussi bien l'opposition que les citoyens de façon générale, le rôle de ceux-là qui ne sont pas à l'exécution, c'est de veiller à ce que, après avoir donné les ressources à l'État, de s'assurer que ces ressources sont utilisées à bon escient, et ensuite de contribuer par les idées qu'ils pourraient apporter. Parce que quand je parlais tout à l'heure de veiller à ce que les ressources sont utilisées à bon escient, vous imaginez, pour être élu député par exemple, ou maire, on dit, ou conseiller municipal, on dit qu'il faut, dans le dossier de candidature, il faut le quitus fiscal, c'est-à-dire que attester, celui qui veut être élu là, qu'il atteste qu'il est à jour vis-à-vis de la fiscalité. Mais celui qui veut aller accorder sa voix à l'élu pour qu'il puisse le diriger, lui, il peut ne pas être en règle. Voilà la chose. Celui-là, maintenant, qui n'est pas en règle, qui à la limite peut-être même ne paye pas l'impôt, puisqu'on n'a pas demandé de quitus fiscal pour voter. Vous voyez ce que j'ai dit? Donc, lui qui n'est pas dans cette disposition-là, ça veut dire qu'il ne s'intéresse pas à ce qu'on fait des ressources qu'on collecte, que cela soit bien utilisé ou pas, ce n'est pas sa préoccupation première. Donc, il faut, à la limite, cultiver cela pour que nous soyons tous des citoyens et pour que ce que nous attendons de nos élus, que cela se réalise pour le bonheur de tout le monde. Vous seriez en train de dire qu'on doit souscrire à nos obligations fiscales avant de jouir de notre prérogative d'électeur du droit de vote, c'est ça? Si vous voulez que je vous dise concrètement, ce n'est pas ce que je dis, qu'il faut cultiver ça parce que ce qui fait de vous citoyens, c'est d'abord l'impôt. Mais si vous ne comprenez pas le sens de cela, vous ne faites pas cet effort parce que dès lors que là où vous êtes là, quand vous mettez votre argent dans quelque chose, vous voulez vous assurer que, parce que vous avez mis votre argent dedans là, ce pourquoi on a dit de donner l'argent que la chose serait faite, comme on vous l'a promis. C'est de ça en fait que je parle. Mais dès lors que le citoyen lui-même ne comprend pas le sens de l'imposition de payer ou de ne pas payer, bon, celui qui est élu, qu'il gère bien l'impôt ou qu'il ne gère pas, ben, il s'en fout. C'est ça en fait la chose. Donc d'où l'intérêt de cultiver cela en nous. Merci. Tu peux me rapidement le placer un mot. En réalité, le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que l'impôt est quérable. Et du moment où l'impôt est quérable, la direction générale des impôts doit tout mettre en œuvre pour pouvoir recouvrer l'impôt. Ça passe par quoi? D'abord, Allez. l'impôt est quérable. Non. Même si... En général, l'impôt est portable. Ah. Non, c'est l'individu qui va aller faire sa déclaration, payer ses impôts. L'individu n'a pas à attendre en fait que l'administration fiscale court derrière lui. De vous à moi. Comprendre la nécessité de le faire. C'est ça. Du moment où il n'y a pas assez de sensibilisation, du moment où on n'a même pas les gens à comprendre l'importance de l'impôt, les gens ne vont pas aller déclarer leur impôt pour payer. Faut, disons la vérité. Au contraire, ils cherchent les moyens d'échapper. Ils cherchent des moyens d'échapper. C'est de là que moi je vois que l'impôt est quérable. Du moment où c'est-à-dire les gens sont réticents. Les gens pensent que c'est ceux-là qui font de la politique, qui trouvent de l'argent et qui peuvent aller payer l'impôt, mais eux, que le peu qu'ils trouvent, ils ne doivent pas payer l'impôt, alors que c'est sur la base de ces impôts qu'on peut leur construire des routes, qu'on peut leur construire des marchés, on peut leur faire beaucoup de choses. Écoutez, je pense que le gouvernement a un défi à relever, c'est de poursuivre les nombreuses sensibilisations pour amener les gens à payer leurs impôts. On dit que qui paie ses dettes s'enrichissent. Donc, faisons ce bon geste en payant nos impôts, mais que le gouvernement, à travers la Direction générale des impôts aussi, prenne son bâton de pèlerin
monte sur le terrain pour pouvoir amener les gens, sensibiliser davantage des gens. C'est vrai, ils en font déjà assez, mais ils doivent le faire davantage. Le message est bien passé, Adrien Tchomonkou. Quand on dit que l'impôt, non, l'impôt pas principe, on peut dire que l'impôt soit quérable, mais le principe c'est que l'impôt est portable. Parce que quand on dit que l'impôt est quérable, ça veut dire que l'individu attend. Tant que l'administration fiscale ne vient pas à ses portes, il ne paye pas. Mais c'est ça, c'est malheureusement ce que nous vivons au Bénin. C'est la raison pour laquelle moi je dis ça ne doit pas être ainsi. Donc il faut dire que l'impôt est portable et non quérable. Portable, ça veut dire que l'individu n'a pas à attendre. L'individu va aller payer ses impôts sans attendre que l'administration fiscale se déplace vers lui. C'est comme ça Parce devrait que la être. portée, c'est Mais quoi? aujourd'hui au Bénin, et depuis toujours, l'impôt a été toujours quérable. Combien de personnes acceptent directement à payer l'impôt? Le débat n'est pas là. C'est ça? Le débat n'est pas Je parle de principe. C'est pour ça que je dis, il faut travailler à ce que de quérable, là, on puisse aller à l'impôt portable. Du moment où la direction générale des impôts ne travaille pas correctement pour qu'on passe de l'impôt quérable à la portabilité de l'impôt, c'est qu'on va toujours continuer à s'asseoir, va continuer à dire la même chose. Est-ce que c'est le travail de la direction générale des impôts? Nous allons passer rapidement au second sujet, mesdames et messieurs. Lors de sa visite le 13 janvier 2025, Soglo a eu une conversation avec le président Talon, au cours de laquelle ils ont échangé sur la préservation des valeurs culturelles et spirituelles du Bénin. Soglo a également exprimé sa satisfaction quant aux innovations apportées à la fête du 10 janvier, saluant l'ampleur internationale que cet événement a désormais acquise. Alors, ma première question, Julio Otométi, comment peut-on voir cette démarche de l'ex-président Nicéphore Dieudonné Soglo envers Patrice Talon? Vous savez, le Bénin avait une culture ou une tradition culturelle jusqu'à 90-96. D'accord? Chacun pouvait faire ce qu'il veut dans la liberté totale. La question d'ordre culturel ou d'orientation a commencé véritablement par germer à partir de 96, quand Général Mathieu Kérékou, président, est revenu au pouvoir avec l'insigne, c'est-à-dire la Bible. Donc, vous vous souvenez. Donc, après son mandat, Soglo revient 5 ans, 10 ans plus tard. Non, je dirais, vous me permettez, c'est Soglo, d'accord, en 91, en 91-92, qui a vu, en fait, l'importance, en fait, de faire recours à notre histoire, à notre tradition. En 91, ça n'a pas pu être fait, finalement, on l'a fait en 92. Et donc, on a instauré la fête du Vaudou. Ça, à un moment donné, assemblée, comment dire, s'effiltrer d'une certaine façon. Mais étant donné que le Béninois était attaché à sa constitution, quand bien même le général Mathieu Kérékou est venu en 1996 avec sa Bible, ça n'a pas entaché en fait la fête traditionnelle de Vaudou du 10 mai. Et donc ça on peut dire en fait que cela va de la préservation de ce qui nous unit. Aujourd'hui, le président Soglo, l'ex-président Soglo est le mieux placé pour voir la portée ou l'avancée en fait que cette institution-là a connu aujourd'hui, l'ampleur que ça prend. Je me dis, il va se demander, est-ce que j'aurais pu faire autant d'une certaine façon? Et donc, ça ne peut être que satisfaction, ça nous replonge véritablement. C'est-à-dire quoi? Comme le disons tantôt en parlant des questions d'attractivité, on a pris en fait un pan de notre culture, d'accord, pour renforcer, pour nous replonger davantage dans cette culture, mais pour en faire en même temps un objet économique d'une certaine façon. Donc, de sorte qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus d'économie culturelle qui se développe avec tout ce que nous avons connu, le retour des trésors royaux. Il y a tellement de choses, tellement d'infrastructures qui sont en train d'être construites. Donc, quelqu'un comme le président Soglo, qui
Certaines personnes l'ont dit. Vous savez, lorsque vous approchez à un certain nombre d'âge, il y a une certaine clairvoyance qui revient. C'est ça qui revient au président Soglo depuis quelque temps. Vous comprenez sa position. Sa position est devenue celle, en fait, d'un ancien président que lorsqu'il vient, il n'apporte que, en fait, des messages d'apaisement, des messages d'encouragement et des messages de soutien. Je fais cas, par exemple, de son message adressé à nos forces de défense et de sécurité tombées malheureusement ce 8 janvier. Et donc, c'est ce que naturellement le Béninois peut attendre des hommes qu'à un moment donné de leur histoire, ils ont porté pour diriger ou bien pour conduire leur destinée. Mohamed Liamidi, quel est l'impact de cet échange entre Soglo et Talon sur l'exécutif, en termes sur l'exécutif et entre l'exécutif et les anciennes figures? Figure, comment, ancienne figure, comment, ancien dirigeant, c'est ça? Bien sûr, oui. Ben, écoutez, d'abord, bon, pour moi, ce que Soglo a fait, ce que le président Nicéphore Dieudonné Soglo a fait, c'est le contraire qui m'aurait surpris. C'est-à-dire que ne pas faire ça, venant de lui, c'est ça qui m'aurait surpris. Pour celui qui a reconnu la chose. Parce que la culture, il faut d'abord, nous ne pouvons pas nous développer. Nous ne pouvons tout simplement pas nous développer sans d'abord reconnaître ce que nous sommes. En nous éloignant de ce que nous sommes originellement, je ne vois pas comment aucun peuple au monde n'a pu réussir à se développer sans sa culture. Et donc, pour l'initiateur de la chose, qu'est le président Soglo, puisque c'est lui qui a initié, c'est-à-dire reconnu d'abord que c'est ça notre identité, et donc il a initié. De se déplacer vers Soglo et lui dire voilà, tu as initié quelque chose et voilà ce que nous en avons fait aujourd'hui. Non, il a talent à continuer ce qui devrait continuer. Il a fait ce qu'il devait faire. Donc, ce que le geste du président, de l'ancien président, est tout à fait normal. Puisque c'est talent qui est à l'exécutif, son devoir, c'est de continuer ce que le prédécesseur a fait. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, si le prédécesseur voit que celui qui m'a succédé, le successeur, a fait ce qu'il doit faire, c'est-à-dire en continuant ce que j'ai initié, il est normal, il est de bon ton qu'il vienne dire, c'est bien ce que tu es en train de faire et c'est comme ça que ça devait être fait. Et ainsi, quand celui qui succédera au président Talon aussi continuera, je ne sais pas, le président Talon aussi fera pareil et c'est ce que nous devons attendre de nos anciens dirigeants. Je n'irai pas plus loin que ça parce que je suis tenté de dire que, regardez bien, il a donné tout à l'heure, je lui ai donné l'exemple du président Kérékou. Ce qu'il n'a pas dit, c'est aussi l'exemple du président Yahi. Les deux là, qui se sont éloignés de notre culture, n'ont pas pu faire réellement avancer le pays. Et je le dis, je l'assume. Adrien Tchoubokou, comment voyez-vous ces échanges entre l'ex-président Soglo et Patrice Talon? Non, je pense que même si vous êtes un père et que votre enfant, ce qui est normal d'ailleurs, si votre enfant est à une position donnée, c'est à vous d'aller vers votre enfant. Ça ne diminue rien en vous. Donc, c'est une très bonne démarche du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Je pense quand même que, vous savez, le président Patrice Talon est attaché à notre culture. Et j'estime que, autant que nous sommes, y compris même les anciens présidents, je vais parler de Boni Yahi et de Nicé, comment on appelle, Feu Mathieu Kérékou, ils sont tous conscients de ce que l'Afrique, le Bénin, c'est les vaudous qui sont notre véritable culture. Ils sont conscients de ça, mais le Bénin est un État laïque. Si pendant 10 ans, par exemple, le président Boni Yahi, lui, il n'a jamais été à un lieu officiel de commémoration de la fête de Vodou, vous voyez, depuis que Patrice Talon est là, chaque année, on constate qu'il y a une très bonne organisation de la fête de Vodou, des 10 janvier, et par la suite, maintenant, nous parlons finalement des Vodou Days. Et on nous a accordé 3 jours. Ça pour dire quoi? Patrice Talon a compris que le vaudou, c'est notre culture. Le vaudou, c'est en réalité ce que les Africains doivent adorer. Ah oui, et je pense qu'il ne s'est pas trompé de chemin.
Parce que autant que nous sommes conscients de ce que les autres cultures sont importées. Les églises, où je ne veux pas stigmatiser ou appeler les noms d'une église ici, mais c'est la vérité. Et aucun chef d'État n'avait le courage de l'assumer, de dire oui, le vaudou est du Bénin, le vaudou est de l'Afrique. Écoutez, moi je connais beaucoup, je ne veux pas parler de prêtres, de pasteurs, surtout, vous les voyez, ils font beaucoup de choses. Écoutez, je n'irai pas très loin. Ne faites pas ça. Donc, une chose est claire, nous sommes en Afrique. Écoutez, même au Vatican, il y a le département culture, où il y a le phare. Je ne dis rien au hasard, ça existe. Si vous allez là-bas, ça existe. Au Vatican? Écoutez, il faut leur poser la question, on vous dit ça. À moins que je sois président de la République, c'est pas sûr que je mettrai pied là-bas. Donc, ce que je dis, c'est une vérité absolue. Je pense que nous devons, d'abord, il faut féliciter le président Nicéphore Dieudonné Soglo. Et vous l'avez même suivi quand nos vaillants soldats sont tombés à Malamé, sa déclaration. C'est ça, un homme, un ancien président de la République. Et moi, personnellement, j'invite le président Nicéphore, le président Boni Yayi, l'ancien président Boni Yayi, je l'invite à passer un message du genre. C'est vrai, aujourd'hui, il est acteur politique chaud, acteur politique influent, il est président d'honneur du parti Les Démocrates, et on voit en lui que, bon, c'est une défensive de ci ou de ça, mais je pense quand même que d'une manière ou d'une autre, il est temps que le président Boni Yayi fasse un communiqué, passe un message. Merci à vous. Parce que c'est vrai, on va me dire par exemple que les démocrates ont déjà fait un communiqué juste au lendemain de ce qui s'est passé malheureusement à Banikwara où des militaires sont tombés. Ce n'est pas ça. Ce que je dis, il doit passer un message en tant qu'ancien président de la République, tel que son prédécesseur Nicéphore Dieudonné Soglo l'a fait. Merci à vous pour votre intervention. Rapidement, pour finir, Julio Tometti, un appel à l'unité nationale qu'on peut interpréter à travers le geste du président Nicéphore Soglo. Oui, que le geste, les mots du président Nicéphore Dieudonné Soglo, que sa démarche au-delà de tout, les anciennes figures se préoccupent vraiment de la politique nationale actuelle. Ils doivent s'en préoccuper parce qu'ils sont d'abord citoyens. Je l'ai dit tantôt ici, ils ont porté une fois la charge de ce pays. Et les citoyens, une fois, ont confié leur destinée dans leurs mains. À partir de ce moment-là, ils doivent rester solidaires en fait de tout ce qui se passait. Pourquoi je voudrais que la démarche du président Soglo puisse inspirer, que ces mots puissent résonner en fait dans nos cœurs et gouverner nos actions. Merci à vous, Julio Tometti, Mohamed Liamidi. Merci à vous, Adrien Tchomoko. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce numéro du débat du soir. Nous avons exploré la nouvelle politique de financement du développement au Bénin. Nous avons discuté des orientations stratégiques et des perspectives. Également, les messages de Soglo à Talon et aux Béninois nous ont interpellés. Un appel à l'unité nationale. Merci de nous avoir suivis et retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet www.etelebenin.com, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte Twitter ETélé Live, notre compte YouTube ETélé Bénin et via notre application iOS et Android ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous, toujours en direct du studio François-Xavier Noumon.